Si ça filme, alors parlons. Le comédien qui m'a fait aimer le cinéma en tout premier, c'est Louis de Funès. C'est grâce à ces films que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à cet art. Mon premier souvenir cinématographique, si je me souviens bien, c'est quand j'ai récupéré la caméra de ma mère qu'elle a eue pour son anniversaire, quand elle a eu 35 ans. J'avais un oncle qui avait 10 ans de plus que moi, donc on était très très proches. Et je commençais à faire mes premiers trucs avec mes amis, on commençait à tourner ça et là. Il avait reçu pour ses 20 ans un caméscope mini DV et on tournait des films ensemble, des courts-métrages, des sketchs. Et, euh, et je me souviens qu'à l'âge de 8-10 ans, du coup avec mon frère, on tournait, on faisait des films ensemble avec mon oncle et c'était génial. Antoine, mon ami d'enfance, me fait découvrir Demain ne meurt jamais, en VHS. Et là, passion pour James Bond, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, je sais même pas toujours pourquoi j'aime James Bond, je sais même pas ce qui me plaît dans James Bond maintenant. J'avais l'ambition de devenir comédien. J'aimais la caméra, j'aimais le jeu, j'aimais me déguiser énormément. Ce qui est très drôle parce que maintenant, vas-y pour m'emmener dans une soirée déguisée. Quand on avait 8 ans, lui 9, on a réalisé notre premier James Bond, ça s'appelait Le Bouddha qui allait. Et c'est un film qu'on n'a jamais terminé. Ça veut dire, je crois, si j'ai la VHS encore, elle doit être pas très très loin, le film dure au bas mot 5 minutes. Suite à ça, j'ai rejoint un club de cinéma où je me suis découvert une passion plus pour la réalisation. Mais on s'est dit qu'un jour on le terminerait. J'étais en sixième, en une année, je suis passé du côté obscur de la force et j'ai complètement oublié cette envie d'actorat. Ce qui m'a amené au cinéma, c'est James Bond. Voilà. J'ai vraiment eu envie de réaliser très vite des courts-métrages. Plus que les livres, alors que c'était un livre à la base, bon, peu importe. C'est donc à l'âge de 12 ans J'essaie de trouver un micmac. que j'ai réalisé mes premiers courts-métrages, d'abord avec des Playmobil dans le jardin de mes grands-parents et avec la caméra de mon oncle. Puis petit à petit, avec de la famille. Je me souviens d'un premier film qui n'était pas du tout un James Bond, mais qui était un film d'espionnage. Alors, le titre, aucun titre. C'était un film en noir et blanc, un film noir. À l'époque où on n'écrivait absolument pas de scénario, ça veut dire on tournait les scènes qu'on trouvait jolies. Et puis une fois qu'on avait terminé une scène, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors va là, là c'est joli, mets-toi ici, mets-toi plus par là. Je rentre en troisième, je rentre tout doucement dans l'adolescence, j'ai mes petits copains, mes premières petites copines, vous voyez le tableau. Je me souviens, quelqu'un avait fait un clap en Lego et un pied en mécano. Et petit à petit, j'ai une envie de tourner plus avec mes amis plutôt que mes parents. C'est pas tant le film qui nous intéressait, c'est plus comment on le faisait. On était tous fous et on disait ouais, on est Spielberg, on est le truc. Non, pas Spielberg, parce que j'aimais pas Spielberg quand j'étais jeune. C'est maintenant que j'aime Spielberg grâce à John Williams. Avec plusieurs amis, on décide d'écrire un film sur la jeunesse de James Bond et de tourner ça. En fait, j'ai toujours cru qu'il était mort, Spielberg. C'est vrai. J'ai toujours aussi eu une passion pour James Bond. Blague à part, je pensais que John Williams c'était Richard Attenborough dans Jurassic Park. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été un personnage très fort qui m'a beaucoup marqué. Dès lors qu'on a eu le Windows 95 à la maison, je me souviens sur Paint, comme Lucas, je refaisais toutes les affiches de la collection Gold James Bond que j'avais en VHS. Alors une à une, je les reprenais sur Paint et je les refaisais. Ça ne servait à rien, personne ne les voyait, je les imprimais pas. Et donc pour faire un James Bond, il faut un gun barrel. Ça c'était la chose. C'est le gun barrel, déjà je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça en troisième. C'est le rond dans lequel James Bond marche et il tire sur le méchant. Et donc il nous fallait un gun barrel. Et donc moi je connaissais rien en effets spéciaux. Depuis que j'ai découvert que les génériques pouvaient être magnifiques, j'ai toujours voulu essayer de faire mieux. Voilà. Alors je ne sais pas si j'y arrive. Mes premiers, je les revois, étaient un petit peu minables. Les derniers, un peu moins forcément, parce qu'on trouve des techniques un peu plus sophistiquées. Je commence à chercher sur YouTube, sur Dailymotion, comment réaliser ce gun barrel. Et là, je tombe sur une chaîne Dailymotion complètement improbable. Un mec un peu taré, ou je sais pas, qui avait fait une quinzaine, une vingtaine de gun barrels différents, des jaunes, des normaux, enfin que des trucs improbables à chaque fois avec des nouveaux effets, avec du sang, sans sang, une vitre qui se casse. Ce qui me fascinait, même avant le générique de la musique des filles, comme disait Antoine, c'était ce gun barrel. C'est
ces ronds blancs qui passent, et puis ce canon de revolver. Je trouvais ça formidable, et je me souviens, j'utilisais des seaux d'encre à la maison parce que c'est noir, et moi j'imprimais des pages pleines à 4 que je perçais avec des ciseaux, et je demandais à ma mère de prendre la caméra, de se mettre très loin dans le salon, et de faire passer la feuille A4 imprimée devant l'écran troué, pour que moi, dans le salon là-bas, je puisse marcher sur le mur saumon de la cuisine. Enfin bref, c'était un truc affreux. Tout ça pour essayer d'y arriver. Je me disais, mais comment ils font eux? Et je vois ça et je fais ah, putain, c'est dingue, ce mec, il se filme dans sa salle de bain en train de faire des gun barrels, et autant la qualité de l'image était complètement dégueulasse, mais le gun barrel en lui-même était formidable. Petit à petit, j'ai réussi à faire de mieux en mieux, grâce à After Effects, grâce à tout ça. Je tente le tout pour le tout, j'ai ce James Bond à faire avec mes copains, j'ai envie de ce gun barrel parce que sans gun barrel, c'est pas un vrai James Bond. Et puis, un jour de 2009, même si j'ai envie de mentir et de dire que c'était en 2006, donc j'envoie un mail via Dailymotion. à l'époque où on pouvait encore s'envoyer des emails, d'un type, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. En y croyant, sans trop y croire, enfin c'était très étrange. Et donc je suis allé sur sa chaîne pour regarder ce qu'il faisait. Un type tout à fait mignon. Bon, alors, je vais plus loin. Là, je tombe sur une vidéo assez étonnante quand même, qui m'a marqué toute ma vie. Lui, il soutient que c'est un chef-d'œuvre, bon, bah, peut-être. Je crois que c'est le fabuleux destin de Lucas Stoll, je sais pas. Enfin bref, il est sur ses chiottes, c'est en noir et blanc. C'est très étrange. Lucas Stoll aime chier tranquillement en entendant le chant des oiseaux, le chant des oiseaux, le chant des oiseaux. Et ça m'a refroidi, hein. Je vous avoue que j'ai pas répondu tout de suite parce que je me suis dit, qui c'est ce truc? À ma grande surprise, Est-ce que c'est risqué ou pas, en fait? quelques jours après, je reçois une réponse. Et puis non, bah non, parce qu'il était trop mignon, alors tout petit que ça, puis allez, bonne poire, je dis oui, alors je le fais. Donc suite à ça, avec Gaylor, on s'ajoute sur MSN, on commence à parler un peu du film, en parallèle, je commence le tournage. On n'avait pas un scénario abouti. Et on tournait un peu au compte-gouttes, enfin vraiment le film de copains, quoi. Résultat, il a jamais sorti son film, et puis eh ben, on est resté en contact, et pour lui, il était persuadé que moi je faisais que la partie effets spéciaux. Ça veut dire pendant des années, il m'a appelé que pour faire des effets. Après, c'était court métrage. Fais-moi une affiche, fais-moi des coups de feu, fais-moi une tête qui explose. Oh mon Dieu! En dehors de ça, ça m'a permis de rencontrer cette personne. À mon souvenir, il me semble pas qu'on se parlait si souvent que ça, parce que c'était surtout quand l'un ou l'autre avait un projet. C'était pas... Parce que lui était jeune, comme il avait 14 ans, moi j'en avais 19. C'était un peu bizarre, ce décalage d'âge. Alors maintenant, ça gêne personne, mais à l'époque, il y avait peut-être une différence d'âge qui faisait qu'on voulait pas s'embêter ni l'un ni l'autre, je sais pas. Donc on se parlait surtout qu'on avait des projets à faire. Début 2010, j'ai un projet de clip. Avec Oxyde au carré, ou Oxyde 2, je ne sais pas. Et j'ai besoin d'effets spéciaux. Et donc Gaylor qui m'avait pas fait de gun barrel parce qu'il avait pas réussi au final, parce qu'on l'avait mal tourné sur un fond dégueulasse. Mais il m'avait fait un générique de James Bond quand même, avant que le film soit tourné. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire et qui va le poursuivre par la suite. Ce qui fait qu'on a toujours des génériques fabuleux mais sans film. Un clip assez étrange. Est-ce que ça te dirait de faire les effets spéciaux? Je vais le tourner bientôt, début janvier. Moi je faisais les effets, vous comprenez. Il me fait bah écoute, pourquoi pas, mais ça pourrait être l'occasion pour que je vienne. Banco, je viens en Alsace pour la première fois de ma vie. Et puis on va se marrer quoi. J'étais surpris parce que déjà il y avait très peu de gens que j'avais connus uniquement que par internet et dont je parlais régulièrement. Et ils voulaient qu'on se rencontre. C'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Il y avait toujours cette différence d'âge, même si j'avais un an de plus, j'en avais 15, il en avait 20. Mais je lui fais bah ouais, vas-y, ok, ça peut être marrant, ça peut être fun, vas-y, viens. J'arrive, c'était un temps où il neigeait, pas possible. J'étais avec mon ami manager du groupe avec qui on devait tourner le clip. Et j'étais très excité et en même temps très intrigué, enfin j'avais un sentiment très étrange. C'était ma première rencontre avec Gaylor. Et là j'apprends, avec stupeur, que moi qui me tape, je sais pas combien, 300, 500 km pour aller en Alsace, en train, j'y suis arrivé,
et que les membres du groupe qui sont censés venir en voiture, qui habitent 20 km, j'en sais rien, pour tourner le clip, ont refusé de venir parce que trop de verglas, parce que trop de neige, j'en sais rien. Bref, du coup, le clip s'est jamais fait. On s'est retrouvés comme deux cons, Lucas et moi, chez la leader du groupe. Et puis, on n'a bien rien fait, quoi. Ça nous a permis de se rencontrer pour la première fois. On a dormi. C'était un week-end très très bien. Le lendemain, On n'a pas fait l'amour, mais il m'emmène en plein cœur de Colmar et il me fait goûter mon premier bretzel. Voilà. Ça, je m'en souviendrai toujours. Qui était très salé, un peu trop d'ailleurs, je crois. Apparemment, c'est pas ça un vrai bretzel. Enfin, peut-être qu'il va se regoûter un jour. J'attends. finalement, il est pas reparti bredouille de ce week-end-là parce que certes, on n'avait pas tourné de clip. Déjà, je pense qu'au fond, il va être content parce que je lui ai évité une semaine d'effets spéciaux. Et même s'il m'aimait bien, je connais, ça l'aurait fait un peu chier sur le coup. Donc, on est reparti voilà, avec une belle amitié, un début d'amitié en tout cas. Et quelques jours plus tard, Moi, je suis un peu joueur. à peine rentré chez lui, C'est pas que j'attends toujours un retour de bâton. J'aime pas vraiment me faire battre. il me fait bah écoute, Lucas, t'es bien gentil, maintenant moi je suis venu chez toi. Tu vas te ramener aussi, et puis on va s'amuser un peu à Chalon, on va faire des trucs. Pas sexuels. À peine un mois plus tard, en février, pendant mes vacances scolaires, je lui fais bah, ok, je viens quelques jours chez toi à Chalon. Il y avait un concours sur EEK, espèce de site qui maltraite les créateurs en se servant d'eux. Ça nous a fait beaucoup rire en plus parce qu'il voulait reprendre une scène de cinéma et tout de suite on se regarde, on se fait bon, bah, on prend James Bond, on fait bon, allez, vas-y, ok. Et on refait un gun barrel, comme on l'avait pas vraiment fait la première fois. On bouclera la boucle. On s'est dit, bah, cette fois-ci, on va y arriver. Une vidéo comme tant d'autres, comme on en faisait à l'époque finalement. On a l'idée dans la matinée, l'après-midi on tourne, le soir on le monte et voilà, on a un film finalement fait en 24 heures. Donc on va vraiment finir un vrai gun barrel. Ce qu'on ne se permet plus de faire actuellement. Ensemble, Lucas et moi, comme on avait dit à la base. Je suis le premier à vouloir faire bien les choses et donc à vouloir prendre mon temps. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de paradoxe finalement. Quand tu es jeune, quand tu découvres le cinéma, quand tu as envie de faire des choses, tu fais des films en 24 heures. Et puis après, tu commences à devenir sérieux. Enfin non, attends, si on n'a pas une équipe technique de 50 personnes, c'est pas possible. Je pense que ça va pas le faire. Le budget, il est pas assez grand. Et donc au final, tu fais plus rien. C'est pour ça qu'on a tourné un petit clip. Ça y est, c'est parti, Yannick me fait passer à la caisse. On me passe la tête sur le laser en me tenant pincé par la fesse. J'abandonne la fin heureuse. Je suis qu'un ours. En 24 heures, on a écrit la musique. La musique a été écrite, mais on l'a enregistrée. On a tourné le clip, on l'a monté, on l'a sorti en moins de 24 heures. C'était notre petite revanche là-dessus. Après, on va sur After Effects, on fait le micmac. On la poste. On se réveille le lendemain. Grande surprise, on est en homepage sur EYK, vidéo mise en avant. Donc on est très content. Moi, c'était la première fois que l'un de mes projets a été mis en avant. Donc vraiment, on se regarde là, bon, bah, c'est plutôt cool. On se rendort tranquillement, on se racontant quelques vannes. Et on se réveille le lendemain matin. Le meilleur, le mieux du monde, je trouve, comme reconnaissance. Et on voit en commentaire sur EYK, sur notre vidéo, bravo les gars pour votre passage sur France 5. Et là on se regarde, on fait quoi? Et effectivement, on va sur le replay de France 5 et on était passé dans le magazine de la santé. Même s'il y a eu un petit malaise ou un petit blanc à la fin, je sais pas trop quoi, mais au moins c'est notre moment de gloire. On n'a pas gagné le prix, mais on a été diffusé sur France 5 quand même. La classe, non? Il y en a une autre, un peu plus courte, même beaucoup plus courte, qui est faite par un jeune homme de 19 ans, celle-ci. Il y a des petits films. Il y a de tout, il y a de l'animation, il y a des choses qui sont plus en reportage, en sketch, enfin, vraiment tout le monde peut se jeter à l'eau, ça vaut la peine. Ouais. Alors on change de sujet. Et on reçoit une invitation pour venir à Paris, à la projection, avec Claire Chazal et tout ça, qui était la présidente de SEB, bref. Alors Lucas ne peut pas venir,
j'y vais à sa place. En 2 jours, nous qui avions fait que des courts-métrages amateurs et finalement aucune, même pas notoriété, mais diffusion et tout, on se retrouve en homepage en 24 heures et sur France 5 en 48 heures. Et on a été diffusé, tout ça. Et donc on a refait des projets ensemble. Où est-ce qu'on en est dans la chronologie? En 2010, je commence en parallèle à frôler mes premiers plateaux professionnels de cinéma. C'est la première chose, à continuer mes projets dans mon coin. Je me souviens très bien, en juillet 2010, du coup, j'avais tourné Le Dormeur du Val, un court-métrage que j'avais co-réalisé avec un ami. On avait envie d'adapter un poème en court-métrage. En fait, j'ai jamais trop compris ce que c'était non plus. Je sais pas si c'était un projet personnel, s'il avait envie de faire ça, ou c'était un truc... C'est tombé pile poil à un moment où Gaylor avait décidé de venir me rendre visite en Alsace. En tout cas, le tournage était très rigolo, c'est très bien passé. Un tournée devant une espèce de plage. Tu filmes là? Ouais. Ah non, mais c'est pourri. Depuis quand? Quoi? C'est là où j'ai rencontré Sylvain Urban pour la première fois. Et oui, monsieur. Il n'a absolument rien fait sur ce projet-là, mais il était là. Il était là sur la journée de tournage qu'on avait eue, c'était rigolo. On n'arrêtait pas de se voir à l'époque. Ce qui me fait peur, c'est son sexe. Ce qui me fait rire, son sexe. Justin Bieber. Ma mère est morte. Et c'était à l'époque où il mettait toujours un peu de Dormeur du Val dans sa bande démo. Et je soupçonne qu'il en mette encore maintenant. Je vais faire un court-métrage un peu plus gros, un peu plus long et plus personnel, qui au final ne l'a pas été du tout. Je décide de faire un film hommage à Tarantino, qui s'appelle No Arms, No Chocolate. Et puis là, Lucas, le passionné, l'amoureux du cinéma, à l'époque où il écrit encore ses scénarios, ne peut pas s'empêcher de rendre hommage et de faire des trucs à la manière d'eux. Voilà, tout ce que j'ai jamais supporté, et ça je ne me suis pas gêné pour lui dire. Putain, c'est inutile ce que tu fais, putain, c'est chiant, tu m'emmerdes. Pour moi, Gaylor, c'était devenu, dès lors qu'on s'est rencontrés, mon superviseur des effets spéciaux officiels. Et dès que je faisais appel à lui, pour moi, dans ma tête, c'était pour des effets spéciaux. Et des affiches. Mais lui, non, pas du tout, moi j'adore ça, c'est rigolo, je vais faire mon film anglais. You regret what we're doing? No, not at all. I don't regret anything. Honest. Je sais pas comment ça lui est venu, mais c'est là il a découvert que je faisais de la musique. Soit il me l'avait jamais dit, soit ça a enfin tilté dans la tête, comme une petite ampoule, et je fais « Ah mais oui, mais en fait il est compositeur à la base ce mec ». Et donc pour No Arms, No Chocolate, je lui demande de me composer pour la première fois une musique originale. Alors il me dit « Bah, mais fais-moi de la musique !» Et une affiche. Alors j'ai fait de la musique et une affiche. Et depuis, sur tous mes projets, c'est mon compositeur officiel. Et par contre, il fait pas forcément d'office mes effets spéciaux. Comme quoi la roue tourne. Même si le film est au final pas terrible, très, très antipersonnel. Et c'est aussi le dernier court-métrage que j'ai écrit. C'était un film anglais, attention. Je ne réalise plus que des scénarios que je n'ai pas écrits. Et jusqu'à l'heure actuelle, donc en 5 ans, je n'ai plus l'envie d'écrire aussi. Peut-être qu'un jour ça me reprendra. J'espère, pourquoi pas, mais c'est pas du tout dans mes ambitions du moment. Pour un film que je déteste encore, et que je crois qu'il a fini par renier quand même. C'est un peu un film césure, ce No Arms, No Chocolate, qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Comme quoi, tout finit par arriver. Je me traîne un court-métrage.overblog.com depuis des années, c'est l'enfer. En parallèle, j'étais en train de coder mon site avec Jean. Il me faisait tout le squelette, et puis moi j'essayais de trouver un peu le web design cool, alors j'étais très kitsch, comme toujours maintenant. Moi, je suis en admiration dans son site. C'était deux ménagères de moins de 50 ans,
ou un peu plus, qui était là, américaine, typique, avec le four, le frigo, tout ça. Comme page d'accueil, une espèce de grand grille-pain, avec mes icônes qui sortaient comme du pain de mie, regarder, lire, machin truc. Inconscient qu'il est à l'époque. Je mettais en ligne tous mes scénarios. Et donc, tu avais une dizaine, quinzaine de ces scénarios disponibles à la lecture en version intégrale. Donc, ok. Et Lucas a fini par tomber sur une des pages, fatalement, et a découvert une petite scénette que j'avais écrite pour 2 amis à moi, Maxime et Mathieu. On s'était dit, un jour on va faire un peu de théâtre, un truc à la con, et il nous faut une petite scène, puis on fera plusieurs tableaux et on montrera une vraie pièce de théâtre. Tu parles. Je tilte sur Truman Show. Parce qu'on aimait Truman Show, un jeu de mots avec Truy, et parce qu'on était 3 hommes, le show de 3 hommes, Truman Show, bon peut-être. Qui deviendra par la suite Trimpotin. Mais j'avais écrit le premier tableau, une espèce de truc, quelle heure est-il? C'est quelle heure? On vous a dit qu'on ne savait pas. 3 types qui attendent. Très théâtral. Complètement absurde, ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment aussi à cette période-là, le lycée, je me suis découvert déjà une passion pour l'absurde et que je vais retrouver chez Gaylor. Et en lisant ces scénarios, qui va me confirmer vraiment cette passion et cette envie de faire du cinéma de l'absurde. Quand il a vu que j'écrivais, finalement, il s'est dit, mais moi j'adore les films de super-héros, écris-moi un film de super-héros. Je sais que t'écris bien, je sais maintenant que moi je ne sais pas écrire. Que j'ai fini par faire. Et je me rends compte que Erotomane nécessite quand même des moyens, que c'est un court-métrage qui dure 20 minutes. Moi j'ai jamais fait mon plus long court-métrage à ce moment-là, c'était No Heart No Chocolate, qui durait à peine 10 minutes et qui était complètement amateur. Donc je me dis non, si je veux faire les choses bien, je peux pas commencer tout de suite par un film aussi long. Et je lui dis écoute, voilà, je vais pas faire Erotomane tout de suite, mais si t'es d'accord, je vais réaliser Truman Show, qui est une scénette avec seulement 3 comédiens, un seul décor, en 5-10 minutes. Voilà, ce sera un bon exercice pour moi pour entamer ce projet d'Erotomane qui sera plus lourd derrière. Sans finalement trop m'en parler, parce que j'ai pas été vraiment trop au courant du tournage. Nous sommes en avril 2011. Mois de tournage de Trimpotin, qui s'est tourné sur une journée par ailleurs. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais étudiant en Alsace, enfin lycéen en Alsace surtout. Et j'ai tourné ce court-métrage à Paris. Alors pourquoi Paris? Parce que j'avais des connaissances là-bas, j'avais rencontré des techniciens ainsi que des comédiens sur des tournages professionnels qui habitaient là-bas. Et du coup j'avais le moyen de réunir une petite équipe. On était une dizaine de personnes au final, mais de professionnels pour tourner Trimpotin. C'était un tournage qui était très compliqué parce que tout le scénario de Trimpotin se passe dans une gare et pour avoir une autorisation de tournage dans une gare à Paris, mon gars, faut y aller. Non, c'est vrai? Génial! On nous a dit oui, pas de soucis, on vous bloque des trains et tout, ce sera 5 000 €. Ah ouais, ok, c'est cool, mais, mais on les a pas, donc on va trouver une autre solution. On a décidé à la dernière minute de tourner devant la cour d'une école. Il y avait des bancs avec un mur en briques très cinématographique. C'est plus embêtant. Ensuite, j'avais 3 comédiens pour interpréter les rôles. À l'époque, je connaissais que ces 3 comédiens parisiens. Et à la dernière minute, un des comédiens m'appelle, il me fait « Écoute, Lucas, je suis vraiment désolé, mais j'ai tourné dans un long métrage il y a quelques jours. On m'a foutu une journée raccord le jour de ton tournage. » Pardon? Du coup, j'apprends la veille du tournage que j'ai plus de comédiens, qu'il m'en manque 1 sur 3. Et que je connais personne d'autre. Pas possible. J'appelle toutes les personnes que je connais sur Paris, je leur fais ouais, vous connaissez pas un mec, la cinquantaine, chercher un profil bien particulier, en plus pour ce rôle-là. Des amis formidables se mettent sur le coup, ils commencent à faire des recherches, à appeler tous leurs contacts, contacts de contacts. Ah ben? Un ami, Christophe Medrol, me dit voilà, parce qu'on m'a quand même montré les profils des comédiens avant, voir si c'est ce que je recherchais ou non. Et je vois ce Johnny Ariola, je fais oui, c'est lui, il serait parfait. Bonne pêche? Et 1 à 2 heures après, ce Johnny Ariola m'appelle, on discute, un quart d'heure, une demi-heure au téléphone, et il accepte de venir. Pourquoi ça? Là où ça tient encore plus du miracle, c'est qu'il m'a avoué longtemps après coup qu'il avait fait énormément de courts-métrages étudiants, amateurs, dont il n'avait jamais vu le jour. Et
Et il en avait marre de ce genre de projet. Moi, il me connaissait pas, donc il pouvait pas savoir si le film allait se faire ou pas finalement. Enfin, le tournage si, mais qu'est-ce que ça allait donner? Que voulez-vous dire? Et c'est très drôle parce que au final, il a passé une super journée. On a tous passé une super journée de tournage. Ce film s'est fait malgré tout. Bon, faites chier à la fin. Oui, c'est vrai, merde. Tout à coup, très vite, j'ai vu la bande-annonce, qui me fait un peu peur. Quelle heure elle est? Pardon? Je vous demande quelle heure est-il? Pourquoi ça? J'essaie de dormir, soyez gentils. Appelez-le, j'ai besoin de savoir l'heure. J'entends siffler le train. Enfin? Mais Lucas m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est parce que tu vois pas le film. Et un mois après, une projection à Colmar. Bon d'accord, alors j'ai hâte de voir le film. J'étais allé au festival de Cannes quelques jours avant. Donc c'est un court-métrage plutôt court, d'une dizaine de minutes, qui se base en fait sur 3 personnes qui attendent le train sur le quai d'une gare. J'ai fait beaucoup de courts-métrages basés surtout sur tout ce qui était esthétique, image, et un peu moins, j'ai souvent délaissé un peu plus le scénar. Et là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un ami. Et ce qui me plaisait, c'était vraiment l'histoire et la situation. La première va être à Colmar, ça va être formidable, viens. J'étais arrivé quelques heures avant la projection, il me dit non, je veux surtout pas voir le film avant de le voir en salle. Tout stressé, parce que c'est la première fois qu'un film que j'écris est diffusé sur un grand écran de cinéma, devant plein de monde, parce que la salle était vraiment pleine. Pour ce petit bout de Lucas, là, tout petit. Ça me rassurait pas davantage. Et puis le film a commencé. Les lumières s'éteignent. Et je commence à entendre un Gaylord. Et là j'étais mort de rire, je crois que j'étais le seul à rire dans la salle, non parce que ça riait quand même. En voyant le film pour la première fois, il avait complètement oublié son texte et qu'il était rentré dans le film complètement et qu'il avait passé un super moment. J'en ai un très bon souvenir. Pour moi c'était déjà une super grande victoire. Le but était de raconter rien. D'expliquer en fait une situation qui arrive à n'importe qui, à tout le monde. Rencontrer, parler, discuter avec des personnes comme ça dans une file d'attente, au supermarché, n'importe où. Et rapporter ça de manière absurde le temps d'un court-métrage. Et alors que je pensais faire un tout petit court-métrage, je me rends compte que le film plaît, que les gens adhèrent, que les gens sont pas tous cons et que l'absurde fait encore rire. Maintenant j'ai du mal à regarder parce que je vois tous les défauts, toutes les erreurs. Je décide de vraiment le faire vivre en festival et je commence à l'envoyer dans plein de festivals. Et c'est ça qui m'a fait aussi repousser et mettre pendant un temps Erotomane aux oubliettes. Parce que j'avais un court-métrage et je voulais le faire vivre. Des trucs que je voudrais réécrire, des trucs... Ça va pas, bref. Les grandes surprises, il commence à remporter plusieurs prix d'interprétation. Mais bon, on peut pas refaire ce qui a été fait, c'est fait. Encore aujourd'hui, plein de gens me parlent que de ce film. Et, c'est drôle, mais en même temps c'est un peu vexant parce qu'aujourd'hui, en 2014, je me reconnais comme Gaylord plus qu'à moitié dans ce film. Il y a plein de choix enfin, je le ferais complètement différemment, mais voilà, c'est un film qui étonnamment a beaucoup marqué les gens. Je prends mon pied dans la caméra. Quand en octobre 2011, je décide de reprendre Erotomane, je dis je vais voir Gaylord, je fais bon écoute, c'est le moment, on va le faire. On se donne 6 mois, au mois de mars on tourne. Puis on se remet sur ce projet qu'on avait un petit peu abandonné. C'est ça qui au final nous a vraiment rapprochés avec Gaylord, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont dessus. D'abord sur des choses très formelles, sur le scénario, les costumes, un peu des visuels. Puis plus le tournage approchait, plus on passait des nuits blanches parfois, juste pour parler d'un petit détail. Je me réveillais à 3h du mat, j'allais lui parler tout de suite sur Facebook, je lui disais qu'est-ce que tu penses si dans la scène 6 on met une bouteille de bière et il y a marqué super bière sur la bière. Il me fait ah ouais c'est trop cool, vas-y on fait ça. On s'est vu 2 fois avant le tournage de ce film avec Gaylord. Une première fois où on savait déjà que Johnny allait jouer le rôle du Père Noël, et donc on avait fait une répétition ensemble. Puis une deuxième fois, 2 à 3 semaines avant le début du tournage, où on a rencontré Jean-Christophe Bouvet pour la première fois, qui nous a dit finalement d'accord je vais faire le film. Alors je vais redire pour faire genre on se connaissait bien déjà.
mais on a vécu ensemble réellement pendant 6 mois. Alors on envoie le scénario à une personne, puis 2, puis 3, puis ça fait boule de neige et on se retrouve avec une trentaine de personnes à nos côtés qui nous aident et qui s'investissent à fond dans un projet. Pour moi, c'est vraiment le film, je pense, qui me sort du stade d'enfant et qui m'amène vers l'âge d'adulte. Qui n'est pas négligeable, qui est assez extraordinaire et qui fout les frissons. Quand même de voir ce qu'il y a dans sa tête, soudainement sur le plateau. Des gens dessus, en train de couper des bouts de papier, coller des trucs sur le mur. Mais ça vient de sa tête, c'est très très étrange. De voir ces acteurs costumés de choses qu'on a écrites. C'est vraiment un effet très très bizarre, l'impression de vivre dans sa tête. Sur le tournage, Gaylor était là, par moments, il se sentait un peu perdu, il savait pas trop quoi faire. Du coup, il était sur son petit Mac et pendant que nous on tournait, il commençait à créer des visuels d'affiches impressionnants. Et moi j'avais ma journée de tournage super bien passée. Balance 4 sur 5, 2 caméras, 3ème. Il y a Lucas en bas. Ah ouais, si on a un réalisateur. Pourquoi Lucas, tu te bats? Oui, est-ce que... Oh là. Alors, ok. Waouh. Ah oui, ça c'est trop là. Coupé. Dad is British and lives near London. Mother is French, so he's bilingual. Yes, of course. J'arrive en fin de journée et puis t'as Gaylor qui débarque avec son Mac et qui commence à me montrer 15 teasers d'affiches. Il me fait bon bah voilà, je me suis amusé aujourd'hui, j'étais... Et là tu vois des visuels d'affiches déjà de ton film qui est en train d'être tourné. J'étais là, waouh mais c'est trop bien quoi. J'ai pris une photo sur le tournage des Rotoman, tous les noms de villages voisins, pour vous dire qu'il n'y en a pas un que j'ai réussi à prononcer. C'est ça, je dis rien. Yeah. Aujourd'hui c'est un feat, il y a quelques mois c'était Olivier, aujourd'hui c'est Lucas. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Il est 1h du matin, 1h03 du matin. Parfait. Allons dans la cuisine. Lucas, cuisine. On est arrivé. Nous sommes pas des super-héros. Nous, on n'est pas super-héros. C'est ça. On est super-héros nous? Ah non, on n'est pas super-héros. Voilà. Gaylor. Lucas. Gaylor. Lucas, il est beau le micro-ondes. Ah, il est très beau le micro-ondes. Il est magnifique le micro-ondes. Il est très beau le micro-ondes. On a un micro-ondes. Ce que j'ai voulu, c'est que quand le spectateur verra le film, qu'il ait vraiment l'impression de ne pas regarder un film, mais de lire une bande dessinée. Et c'est après coup, après le tournage... C'est pas plus mon film que son film, que son film que mon film. On a décidé, comme une évidence... Pourquoi pas, à l'instar de Jeunet et Caro ou de... Au fond, j'ai pas d'autre exemple, donc juste Jeunet et Caro. Après le tournage, de le signer ensemble et de signer ce film... Morestin et Stoll. Entre nous, on a fini par même raccourcir le tout et passer de Morestin et Stoll à Morestol. C'était le jeu de mots parfait. Morestin, Stoll, Morestol. Bon, pourquoi pas, après tout. Si vous aviez pu voir comme il était fringant, vous ne pourriez pas croire ce qu'il est à présent. Car ce temps si lointain où il pouvait séduire et sauver son prochain n'est plus qu'un souvenir. Une image bien trop floue délavée au whisky. Alcoolisme tabou d'un héros rabougri. Un héros? Mais que dis-je? C'est un super-héros qui n'est plus que vestige d'avoir oublié l'eau. Pourtant, son palmarès avait bien du panache. Passé glorieux, mais est-ce que lui-même s'y attache? Il fut si intrépide et tellement sympathique qu'il se complaît du vide de sa vie anémique. Il ne reste à présent qu'un fantôme solitaire et tellement bedonnant qu'il ne peut fendre l'air. Mais sachez, et j'insiste, que je ne suis mythomane. Oui, cet homme-là existe. Voici Erotomane. À chacun ses vieux rêves. À chacun ses vieux rêves. Ah. Oui. Quand tu veux. À chacun ses vieux rêves. C'est chacun qui... Si vous aviez pu voir comme il était fringant. C'est une blague. Non. C'est une blague. Pas du tout. C'est une putain de blague. L'avant-première, alors là, qui est encore plus grandiose que Trimpotin, parce qu'il n'avait pas fait les choses en petit, Lucas. Bonsoir, Colmarien, Colmarienne. Alors, je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, je joue au théâtre. Je joue au théâtre à Paris, donc je ne pourrais pas être à la projo des Rotoman, mais c'était pas le désir qui m'en manquait. Hein. Je cherche les nouvelles d'Alsace, mais... Charlie Hebdo. Et là, il y a des... Et là, on me voit en photo ici. Voilà.
Donc c'est Boubou dans la pièce avec son costume de prince de Palestrie. Je lui fais un bisou à lui et il transmet. Tu leur fais un bisou de ma part. Soirée concert où le film était diffusé et puis après un concert de DTOR qui avait écrit une chanson additionnelle, qui appartenait pas au film, mais l'univers d'Erotoman les avait inspirés. Et puis ils avaient écrit un sort de spin-off, une chanson qui s'appelait Où es-tu Erotoman, où est Erotoman, et Lucas avait réalisé le clip. Aujourd'hui, pour décoller, faudrait toute l'énergie civile levée et bien retourner. Tranquille la cireté, à force de ne plus bouger, les meubles pour la cireté. La bouteille va éclater. Laissez-moi terminer. 7 heures. Action. C'est moi, je suis là, regardez. Le super-homme qui déchaîna les femmes. Mais oui, c'est moi, la fille. Ça c'était là en première, avec conférence de presse, tout le truc sensationnel. Moi, timide comme je suis, j'ai pas dit grand chose, mais je me rappelle de tout. Super. Prix de l'interprétation masculine, c'est dans les hommes. Le numéro 88, Les boules de Noël de Lucas Stoll. Pour les deux comédiens qui jouent, donc c'est Erotoman qui a le prix, ainsi que le Père Noël. Félicitations, c'est vrai que on a été vraiment emporté par la qualité vraiment du couple père-fils dans le film par rapport à leur interprétation. On a pensé à Jeunet, le cinéaste Jeunet, avec voilà, ce film nous a fait un peu voilà, nous a transporté dans un univers certes particulier mais super bien interprété. Sans sas. Et puis après tout ça s'enchaîne vite un nouveau concours un peu plus intéressant que Eyeka, sur Dailymotion, pour Orange, où il fallait réaliser encore une pub. J'ai jamais été très concours. Ce qui nous motivait, c'était pas tant le concours, mais c'était plus le sujet, et à chaque fois, c'était reprendre une scène culte du cinéma, et puis l'amener ailleurs. Et ça, c'est un peu ce qu'on sait faire, lui et moi, ce qu'on aime faire. Je sais pas si on le sait le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on aime faire. Prendre des personnages et les amener dans notre univers. Je pense qu'on a toutes nos chances, et donc j'envoie tout de suite un mail à Gaylord, et je fais vas-y, écris quelque chose, ça peut être super. Non, pas toute ma vie, parce que je suis pas vieux. Puis 3 jours après, il m'envoie un scénario. J'avais écrit 2 versions avant, qui coûtaient un petit peu trop cher. C'était pour Titanic, je me rappelle, j'avais écrit 2 trucs qui l'avaient fait marrer, évidemment. Ça m'avait fait moyennement rire. Je suis quelqu'un d'horrible. Et c'était juste irréalisable. Donc il me dit va te faire foutre, c'est trop bien. Puis 2 jours après, il m'envoie un deuxième scénario. Et il avait juste changé les répliques, mais ça se passait toujours sur le Titanic. Mais trop cher, quoi. Il aurait fallu recréer le bateau, et juste pour un concours orange, c'est pas terrible, quoi. Et donc j'avais laissé tomber dans ma tête cette idée de concours. J'avais bon, bah, c'est pas grave, vas-y, laisse tomber. Et puis une semaine après, il m'envoie un scénario avec une scène de Spider-Man que je trouve à mourir de rire, qui est complètement réalisable. Je me dis bah voilà, merci Gaylord. J'aime te vexer parce qu'au final, ça te fait du bien aussi. On a fait Erotoman, bon, pourquoi pas Spider-Man? Il avait le costume, on a trouvé un comédien qui rentrait dedans. Il y avait aussi cette grande envie, je pense, suite au tournage d'Erotoman, j'étais très triste et très nostalgique de ce tournage qui s'était magnifiquement bien passé et où j'ai rencontré aussi plein de personnes pour la première fois qui maintenant sont des amis très proches et des gens avec qui je ne cesse de retravailler. Il y avait cette envie de se retrouver. C'est la première réalisation de Maurice Stoll en raid, une image superbe, et puis la réalisation, tout ça, les acteurs extraordinaires. En juillet 2012, on finit par tourner cette pub Spider-Man avec Gaylord, avec Pierre, Léa n'était pas là mais elle devait être là, avec Sergio, enfin vraiment toute la fine équipe. Tout le scénario se passait de nuit, on tourne en plein été, enfin voilà, on se tire des balles dans le pied mais on aime ça. Très rapidement, il se retrouve chez moi dans mon 10 mètres carrés aux Invalides. À l'époque j'avais encore mon bureau. Et j'en ai passé 1 ou 2 nuits blanches, je sais plus, à tout dérocher, à convertir les rushs de raid qui étaient excessivement lourds
On se disait mais qu'on n'y arriverait jamais. Oh putain. On a fini par tout faire en même temps, quoi. Nos rushs exportaient, puis dès qu'on avait un truc exporté, on le mettait sur la timeline, on essayait de voir ce que ça donnait. Moi j'avais le piano et les partitions, et puis tout est fait, tout s'est fait. Moi je partais en vacances juste après avec des amis. En moins d'une semaine, on tourne et on monte le truc et on l'upload sur Dailymotion. Le concours est toujours en ligne, les gens peuvent toujours uploader des vidéos. Je me retrouve dans un endroit sans internet, sans smartphone, en stress total, en train de me dire « Oh putain, est-ce qu'il y a eu de nouvelles vidéos ?» Je me souviens de ça, ça m'a fait bien marrer. Quelqu'un qui avait participé au concours voit la pub, et puis quelques semaines après, nous écrit « Alors c'est vous qui avez gagné ?» Comme si c'était évident que c'était nous qui allions gagner. C'était assez marrant, un peu absurde, mais toujours plaisant. J'ai jamais cru aussi qu'on pouvait vraiment gagner des concours. Pour moi, c'est toujours les autres qui gagnent les concours. Et là, il se trouve que je reçois un mail de Dailymotion, premier prix. Bon, cette publicité, au final, qui s'est fait très très vite, était un tournage important pour nous parce que, de une, il nous a permis de nous retrouver. Et de deux, de se prouver aussi à nous-mêmes, je pense qu'on pouvait faire des choses. Et certes faire des choses, mais aussi obtenir une reconnaissance de professionnel. J'en étais sûr. Des mois que je sens que tu me caches un truc. C'est qui? Mon mec. Lucas, à l'époque, avait une colocation avec son frère, bord de Clignancourt, et on faisait souvent des... il faisait souvent des soirées. Moi, j'y allais très peu parce que j'ai horreur des soirées. En plus, ça fume, tout ça, et je fume pas. Je suis un saint. De temps en temps, je me souviens, on invitait Jean-Christophe, on invitait Johnny, et on se voyait tous, on se faisait des méga raclettes. C'était le bon temps, on fait encore du reste. Mais... Et je me souviens d'une soirée où il y avait Thierry Pénin et Xavier Pérez, qui jouait Spider-Man, qui arrive vers nous et qui nous dit « j'ai un concept, j'ai une idée, et si on faisait une web-série, un truc où 2 types parleraient de l'actu, ça pourrait être marrant ?» Je me dis oui, pourquoi pas. Je sais pas, il faudrait que ce soit écrit, que ce soit marrant. Il faudrait que Lucas soit aussi là, parce que moi ça m'intéresse pas de faire ça tout seul. Et puis Lucas, ça l'intéressait pas nécessairement de le faire tout seul. Et puis fallait. Donc bon, on l'a gardé derrière l'oreille. Et puis j'ai fini par rentrer. Et puis pondre trois petits scénarios, 3 petites scénettes de 3 minutes, que j'ai appelé Première Nouvelle. Cette fois-ci, il a trouvé marrant la première lecture. Donc j'étais content. Entre 2012 et 2013, j'ai tourné 3 ou 4 web-séries, mais que des pilotes, en moyenne entre 3 et 6 épisodes, et aucune n'est sortie. En septembre 2012, en se disant, bon voilà, pourquoi pas tourner des pilotes et voir si ça intéresse des gens. Donc j'ai dans mon disque dur toutes ces web-séries qui sortiront jamais d'ailleurs. On le file à Thierry, qui l'a trouvé très bien aussi, et puis tout à coup tout s'est enchaîné aussi. L'équipe officielle se remet en marche, Sergio au cadre, Léa script, tout ça. Par contre, épisode 2 sur 1, 4ème. T'es un peu limite niveau perche. Ouais, ah oui. Elle ment. Ok, pardon, allez. T'es un peu limite niveau perche, t'es juste en pleine dedans quoi. On tourne ça très rapidement aussi, à chaque fois on tourne ça très rapidement, on le monte dans l'instant. On les a gardés très longtemps sur le disque dur, puis un jour en 2013 on se dit bon bah autant le publier, hein. On les a fait, autant le sortir, donc on les sort. Parce qu'à la base on pensait avec ces 3 pilotes démarcher des productions, et puis comme d'habitude personne l'a fait. Vous voulez une capote? Non, j'ai un parapluie. Dailymotion nous suit, nous met en homepage. Qui nous a repartagé pas mal le premier épisode, qui a permis de faire quelques vues sur les 3 épisodes. Diana de Lady Di. Oh, quelle tristesse, morte comment? Comme ça je crois. Ça fait son petit succès à l'époque, c'était rigolo. Vous n'êtes plus obligé de siffler, il y a des Walkman maintenant. Première nouvelle. Vous n'êtes pas au courant? Je suis pas au courant de tout. C'est un bout de nous qui reste sur la toile. Vas-y, coupe. Et puis arrive l'année 2013. Encore un jour de l'an que j'ai pas fêté, parce que je fête pas le jour de l'an. Et c'est très bien. C'est l'année où en fait on n'a pas fait grand chose ensemble, mais on a fait des choses l'un avec l'autre. On avait écrit des trucs qu'on n'a pas tournés, parce que peut-être pas de motivation, peut-être pas de budget, peut-être pas de temps, peut-être pas, on sait pas. On avait le
projet de tourner Spaghetti, mais ça a été très compliqué. On a repoussé le tournage, on l'a encore repoussé. C'est pas un projet abandonné, je pense qu'il faut le savoir. Il est toujours là, on le fera un jour, mais quand on sera prêt. Gaylor m'annonce qu'il a confié le scénario de La menace d'une rose à Thomas Lermite, un réalisateur que je connaissais également, et qui vont se lancer sur ce projet cette année-là. Donc je trouve ça très bien. En même temps, je suis à moitié jaloux, mais je lui dis pas. Et il se trouve que, étonnamment, 2-3 semaines après, moi je me retrouve propulsé en tant que réalisateur sur Bienvenue à Fantasia, qui a été mon gros court-métrage de l'année 2013, 20 minutes également. Je pensais pas réaliser un nouveau court-métrage aussi vite. Nos deux familles seront réunies et riches. Aujourd'hui, nous contrôlons le comté. Mais demain, nous contrôlerons le monde entier. Bon, chacun soutenait. J'ai tourné au final Bienvenue à Fantasia, que Gaylor n'a pas écrit, mais il est passé me voir sur le tournage, il en a fait la musique, les effets spéciaux. Et puis Lucas venait faire le making-of de James Bond. Il y a toujours le que. Sachez que je suis contre ça, que je suis anti ça et que mon mouchoir est un tissu. On s'est pas perdu de vue, c'est loin de là, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait un grand projet ensemble comme Trimpotin, qui n'était pas vraiment ensemble du reste, mais surtout comme Erotomane. Voilà. Et c'est ça qu'il faut vite qu'on reprenne. Je pense que c'est ça aussi ce que nous a appris l'année 2013 à Gaylor et moi, c'est que même si on n'a pas eu de projet concret, lui et moi, cette année-là, c'est pas pour autant qu'on s'oublie et qu'on ne fait plus de choses ensemble, bien au contraire. Le long métrage que je suis en train de terminer d'écrire, et là, le pauvre, il peut pas faire grand-chose tant que c'est pas fini. Je pense qu'on espère le plus au fond de nous, tous les deux. Ce fameux long métrage sur la genèse du Père Fouettard. C'est que notre prochaine grosse signature... J'en suis à peu près 80 pages. Il me manque encore une vingtaine. Et dès que c'est terminé, moi, je le présente à Lucas. Et je croise les doigts pour qu'il me dise pas non. Sera un premier long à deux. Et ça, c'est ce qui est en train d'être écrit, du moins, je l'espère. En parallèle de tout ça, j'avais rencontré, quand j'étais en première à Dijon, Paul Bourreau, qui lui voulait absolument devenir réalisateur. Et du reste, il est devenu. Hein. Mais pareil, il voulait plus dépendre des autres. Et puis, il voulait créer. Et ensemble, on a fini par se dire, mais faisons un truc. Alors lui, il a apporté un nom, Damasius. Et puis moi, je lui ai dit, si on veut se la jouer studio un peu cool et classe, pourquoi pas faire une espèce de blague à la con sur Goldwyn Mayer, Métro Goldwyn Mayer. Donc je me suis amusé, Damasius, Métro, Tramway, Tram, Goldwyn, Silverwyn, et puis voilà, c'est venu Damasius, Tram, Silverwyn. Dit oui, avec Paul, on va monter une production, la Damasius, t'arriveras, ce sera un parc énorme, il y aura des statues de nous deux à l'entrée de 15 mètres de haut et tout. Et du coup, je ne crois pas du tout en son projet. Puis j'ai fini par rencontrer Balthazar, que j'ai mis au courant aussi, et lui m'a aidé, et il l'a pris en main, il en a fait son bébé à lui, et au final, il y a un an, on l'a officiellement créé, cette société de production, cette société de création massive, la Damasius. Pendant des années, il continue à me parler régulièrement de la Damasius, qui est encore à l'époque en stade de projet. Et Lucas a fini par nous rejoindre, comme je lui avais demandé il y a 5 ans. J'étais toujours plus ou moins dans la boucle avec Gaylor, on en parlait beaucoup. Puis j'étais pas là pendant un moment. Et puis il me dit, bah écoute, viens à une réunion à Damasius maintenant que c'est créé. Et puis j'arrive à la première réunion Damasius. Et puis il y a tout de suite 15 personnes. Et je suis là, ah ouais putain, ah ouais la Damasius, ça, wouh. On fait pas les choses à moitié. Ensemble, enfin, on va pouvoir créer sans limite. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a un Morechtal, un nom ensemble, on dit qu'on est double, on travaille ensemble, on a une société ensemble, putain, fait chier quoi. C'est rassurant, hein. Depuis que t'aimes ce connard, j'ai envie de me suicider. Si seulement bébé, tu serais pas parti. Je suis quelqu'un de très famille. Je suis pas famille du tout. À partir du moment où je tourne avec des techniciens et que
que ça se passe bien, et ainsi tout autant pour les comédiens, hein, je fais pas de discrimination. C'est des gens qu'on revoit autant sur les plateaux par la suite du coup que en soirée. Apparemment ça se voit. Quand j'ai écrit Ottoman, pour moi c'était juste un super-héros et un Père Noël, et d'aucuns sont allés voir des significations un peu hasardeuses, mais peut-être que c'est le cas, hein. Apparemment, il paraît qu'on écrit ce qu'on est. Moi je sais que mon père était toujours en déplacement, il n'a jamais vraiment été là, donc apparemment les Ottoman, mon père, tout ça, ce serait une recherche à moi de... Bon, aucune idée, pour moi c'est juste un super-héros has-been. La force aussi qu'on a en tout cas sur les tournages vient du fait qu'on est amis dans la vie. Avec mes frères, pareil, on n'était jamais très très proches au départ, et puis c'est maintenant que, comme il devient, mon grand frère est régisseur lumière, qui fait la lumière spectacle, le cinéma l'intéresse, donc tout à coup on a plein de choses à se dire. Mon petit frère qui veut devenir aussi régisseur lumière. Alors plus je retourne avec les mêmes personnes, et plus je vois aussi la rapidité qu'on a à se comprendre. L'outre. On n'a peut-être pas fait beaucoup de films avec Gaylor, mais on a beaucoup de choses à dire. Si seulement bébé, je serais pas parti, si loin de moi mon bébé, tu m'as largué, on aurait pu bébé, s'embrasser, tu verras jamais mes larmes couler, mes larmes, de souffrance, mes larmes de souffrance, de souffrance, no, oh, yeah,